Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Burkina et la Centrafrique explorent les voies de renforcement de leur coopération bilatérale. Ce sera à l'occasion du séjour au Burkina du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, arrivé ce matin à Ouagadougou. Deux candidats dans la bataille jusqu'au bout, Hillary Clinton et Donald Trump ont sollicité le suffrage de 200 millions d'Américains qui élisent aujourd'hui le 45e président des États-Unis. Visite au Burkina du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Arrivé ce matin à Ouagadougou, il a été accueilli par son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État centrafricain a placé sa visite sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale. La situation sécuritaire dans son pays sera également évoquée. Reportage de nos reporters Isaka Ouedraogo, Aboubakar Sayo. Sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, l'avion du président centrafricain. Faustin-Archange Touadéra est accueilli à sa descente d'avion par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Après les honneurs militaires, la salutation des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et des représentants du corps diplomatique, les deux présidents s'entretiennent dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Cette première visite officielle du président centrafricain au Burkina Faso depuis son élection en février 2016 vise le renforcement de la coopération bilatérale. Nous avons avec le Burkina Faso de très bonnes relations et nous sommes venus là rencontrer le président Kaboré pour échanger et renforcer notre coopération, formaliser cette coopération que nous voulons vraiment dans l'intérêt de nos deux populations. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'opérateurs burkinabés qui travaillent et nous avons besoin de venir donc pour que nos frères puissent aussi aller nous aider à reconstruire la République centrafricaine. La Centrafrique sort d'une crise et selon son président, des actions sont entreprises pour le retour définitif à la paix et à la sécurité. Nous avons mis en place, disons, un processus de désarmement, démobilisation, réintégration des ex-combattants. Il y a aussi la restructuration de nos forces de défense et de sécurité. Et là également, nous voulions, dans le cadre de cette visite, échanger avec le président Kaboré et le gouvernement, dans quelle mesure aussi tirer l'expérience de ce qui se fait ici au Burkina Faso. Et bien entendu, il y a la grande question de la réconciliation nationale, du vivre ensemble. Toutes ces questions sont dans l'un des piliers de notre stratégie pour la relance et la réconciliation nationale. Avec cette visite d'amitié et de travail, une nouvelle page s'ouvre dans les relations entre la Centrafrique et le Burkina Faso. Nous reviendrons plus amplement sur cette visite au Burkina du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra au cours de nos prochaines éditions. Une feuille de route bien définie pour les entreprises chargées de l'aménagement de 1375 km de pistes rurales. Le ministre des Infrastructures a échangé hier avec les responsables des 43 entreprises retenues pour l'exécution des travaux dans les 13 régions du Burkina. Il leur a précisé ses attentes pour un travail bien fait et dans les délais. Reportage Paul-David Bamba. Vincent Tiendrebego. Le ministre des Infrastructures échange avec les responsables des 43 entreprises retenues pour l'aménagement d'environ 1300 km de pistes rurales. À cette rencontre de cadrage avant le démarrage des travaux, le ministre rappelle les attentes du gouvernement vis-à-vis des entreprises attributaires des marchés. Moi, je voudrais vous demander, à l'occasion de ces travaux-là, de faire comme si vous ouvrez une piste pour aller chez vous à la maison. Nous n'allons pas accepter que la question de la qualité soit reléguée au second plan pour telle raison ou pour telle autre raison. S'il y a une contre-performance, s'il y a des défauts d'exécution, vous-même si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, vous venez rapidement pour dire « Ah, moi j'avais pris, mais je ne peux pas ». La démarche est saluée par les chefs d'entreprise qui ne manquent de soulever quelques inquiétudes. Notre plus grande inquiétude, c'est les engagements
de paiement. Sur 43 lots, s'ils pensent que c'est le gouvernement qui peut faire le contrôle, cela m'inquiète également. Ça m'inquiète parce que c'est des travaux où ça nécessite des contrôles à pied d'œuvre. Fini l'implantation, il faut les techniciens pour réceptionner pour que tu puisses avancer. 6 mois, c'est le délai imparti à chaque entreprise pour exécuter les travaux. La réalisation de ces infrastructures entre dans le cadre du projet d'aménagement des 5000 km de pistes rurales dans les 13 régions. Les forces de défense et de sécurité formées par le National Democratic Institute, le NDI, il s'agit de renforcer leurs capacités sur la gouvernance démocratique pour faire face aux défis sécuritaires. Cette formation entre dans le cadre du programme danois pour la stabilité et la paix dans les 3 pays du Sahel que sont le Mali, le Niger et le Burkina. Reportage Pawadrogo, Jean Zongo, Estelle Judith Assorba. Face aux menaces et attaques terroristes récurrentes constatées ces derniers temps au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité affûtent leurs armes pour relever les défis sécuritaires qui s'imposent. Réunies à Ouagadougou, elles mènent une réflexion prospective sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Donc cet atelier a pour objectif de permettre aux acteurs de la sécurité de faire des propositions en vue de permettre de bien affronter, de bien faire face à ces défis sécuritaires émergents auxquels fait face actuellement le Burkina Faso. Il s'agit pour ces acteurs d'identifier les priorités stratégiques en vue de renforcer la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Il s'agit d'une participation d'acteurs de manière intégrée pour avoir une réflexion globale et stratégique. Donc ils auront des sessions de présentation, ils auront une analyse de la stratégie nationale, mais ils auront également des travaux de groupe pour se pencher très concrètement sur les recommandations qu'ils voudront bien faire au profit du ministère. En plus de la formation reçue, pour mieux faire face aux nouveaux défis sécuritaires, les forces de défense et de sécurité seront dotées en équipement. Améliorer la communication pour booster les performances du ministère des Ressources animales et halieutiques. Objectif d'une formation qui se tient depuis hier à Koudougou dans le Boulkemde. Les participants sont appelés à maîtriser les rudiments de la communication interne et la prise de parole en public. Reportage à Koudougou, Issa Kawedrago, Kadisanogo. Le ministère des Ressources animales et halieutiques est parti du constat qu'il y a un déficit de communication au sein de son département. C'est dans cette optique qu'il a initié un atelier de formation sur la communication interne au profit des responsables des structures. La communication interne se positionne comme un tremplin pour susciter l'attachement des salariés à l'entreprise, à ses idéaux, ses objectifs, afin de créer un climat de confiance, de famille et de convivialité. Une rencontre qui va permettre de changer les choses sous l'angle de l'amélioration des rendements. Lorsque nous nous sommes retrouvés en CASEM, nous avons pu un peu diagnostiquer tout ce qui se passe et la plupart du temps nous nous sommes rendus compte que c'est par manque de communication que souvent on n'arrive pas à avancer comme ça se doit. Donc c'est un problème assez important que le CASEM a recommandé, que nous puissions en tout cas renforcer les capacités de nos partenaires, de nos collaborateurs en matière de communication. Et ce matin, effectivement, Dieu merci, nous avons pu concrétiser. Et nous sommes en tout cas très satisfaits de voir que nous avons pu en tout cas mettre en œuvre cette recommandation. L'intérêt est surtout qu'à la sortie, il puisse effectivement y ait un changement dans la manière pour nous de communiquer, dans la façon de communiquer et du moment choisi aussi pour communiquer. Cet atelier de formation va permettre d'élaborer un plan de communication interne au profit du ministère et former les participants à la prise de parole en public. L'ONG Terre des Hommes, qui œuvre depuis plusieurs années au Burkina en faveur de l'amélioration de la santé des enfants, veut renforcer son partenariat avec les autorités de la région du Nord. L'organisation a fait un plaidoyer vendredi dernier à Ouayouga pour une meilleure prise en compte des questions de nutrition des enfants. Reportage Irénée Kaboré, Alidou Savadago. Contribuer à la réduction de la malnutrition aiguë et de la mortalité infantile, c'est l'un des objectifs de l'ONG Terre des Hommes au Burkina Faso.
Et pour atteindre ce but, la Fondation passe par des approches comme l'amélioration de la qualité et l'accès des soins dans les formations sanitaires et la promotion de la santé et de la nutrition. Ce présent atelier se veut donc être un plaidoyer pour une meilleure prise en compte des actions de nutrition dans les interventions régionales et locales. Jusqu'à présent, on avait travaillé énormément avec le système de santé et maintenant de plus en plus le système de santé il est autonome et donc la tendance pour nous actuellement c'est de travailler avec les communautés pour permettre aux communautés de pouvoir par elles-mêmes se prendre en charge. Cette vision de la Fondation Terre des Hommes vient en appui à la politique du gouvernement burkinabé qui, depuis près d'une décennie, a placé la nutrition parmi les priorités de la santé publique selon l'autorité régionale. L'atelier de ce matin porte sur la nutrition. Cela va nous permettre d'apprécier les interventions de Terre des Hommes dans ce domaine et aussi quelles sont les actions à entrevoir pour pouvoir améliorer la santé des enfants. Présent au Burkina Faso depuis 1986, l'ONG suisse Terre des Hommes intervient dans la protection de l'enfance, la justice juvénile et la santé materno-infantile. Les travaux de la COP22 ont débuté hier à Marrakech, dans le sud du Maroc. Cette conférence annuelle de l'ONU va se pencher sur l'application de l'accord de Paris arraché l'année dernière à Paris lors de la COP21. De nombreux engagements avaient été pris l'année dernière. Il reste maintenant à les mettre en œuvre, ce qui ne sera pas une mince affaire. À Marrakech, les dirigeants de la planète ont de nouveau rendez-vous avec le climat. Lundi, à l'ouverture de la COP22, la France et le Maroc ont salué l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, négocié il y a tout juste un an. Sauf que tout reste à faire, a prévenu la secrétaire de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. L'entrée en vigueur rapide de l'accord de Paris est un moment important que l'on doit célébrer. Mais c'est aussi un rappel opportun quant aux très hautes attentes qui planent au-dessus de nous. Atteindre les objectifs et les ambitions de l'accord de Paris n'est pas gagné d'avance. Nous nous sommes embarqués dans un effort pour changer la donne après 2 siècles de développement intensif du carbone. L'accord de Paris appelle à limiter le réchauffement du climat en deçà de 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à avant la révolution industrielle, mais encore faut-il se mettre d'accord sur la façon d'y parvenir. Les 7 électeurs de Dixville Notch dans le New Hampshire ont été les premiers à voter ce matin pour la présidentielle américaine. 4 voix pour Hillary Clinton et 2 pour Donald Trump. Un score serré qui devrait se vérifier toute cette journée à travers toute l'Amérique avec l'ouverture des bureaux de vote. 160 millions d'électeurs se rendent aujourd'hui aux urnes pour élire le 45e président des États-Unis. First in the Nation, le premier du pays. Le petit hameau montagnard de Dixville Notch tient à son sobriquet. Depuis 1960, c'est la première localité qui vote le jour de l'élection présidentielle américaine. Ils étaient 7 électeurs à mettre leur bulletin dans l'urne dès minuit, car selon la loi du New Hampshire, les villages de moins de 100 habitants peuvent ouvrir les urnes à minuit, les refermer et dépouiller les bulletins dès que tout le monde a voté. Les résultats, Hillary Clinton bat Donald Trump 4 votes à 2. Au total, dans les 3 localités du New Hampshire, comptant moins de 100 habitants, Trump a battu Clinton par 32 voix contre 25. Pour les résultats nationaux, il faudra attendre ce soir de connaître le choix de 225 millions d'autres Américains. Le scrutin aux États-Unis passionne au-delà du nouveau continent. Cette élection est ainsi commentée par les quotidiens burkinabés de ce mardi avec un intérêt particulier pour le duel Hillary Clinton-Donald Trump. Les journaux se penchent aussi sur l'épidémie de la dengue et la situation des malades mentaux à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Abdoul Rasmane Zongo pour la revue de presse. Le pays de l'oncle Sam retient son souffle, le monde avec, dans l'attente de connaître ce 8 novembre, le 45e président des États-Unis. Après le Black, la femme s'interroge aujourd'hui au Faso, allusion faite à Barack Hussein Obama, premier noir à occuper 2 fois de suite le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le miracle se reproduira-t-il cette fois-ci pour une femme? Sauf cataclysme, pronostique notre confrère, Hillary Clinton se ferait élire même sur le fil du rasoir. Attention, fait remarquer l'Obs,
qui s'exclame aussitôt « Et si c'était lui ?» comme pour rappeler que le miracle pourrait aussi s'opérer en faveur de Donald Trump, qui, de surprise en surprise, pourrait, mine de rien, devenir the next president of United States, oui, le prochain président des États-Unis. Sidoya reste dubitatif. Trump vaincra-t-il le signe indien? S'interroge le quotidien d'État qui, du même coup, atterrit en terre africaine au Burkina Faso pour convoquer la conscience populaire sur une maladie qui fait des ravages, en l'occurrence la dengue. 645 cas sont notifiés à Ouagadougou, dont 7 décès, rapporte Sidoya. Dans la même veine, aujourd'hui, Faso relaie l'impuissance de l'hôpital Yalgado qui crie haro sur l'abandon des malades. Des malades, notamment mentaux, révèlent aujourd'hui au Faso, sont déchargés nuitamment dans les couloirs du CHI Yalgado-Ouedraogo par leurs parents sous prétexte qu'ils sont fatigués de les soigner. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.